Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Enfin, peut-être que ce sera du coup un petit peu plus concis. Allez savoir. Je viens vers vous aujourd'hui parce que, comme vous le voyez, j'ai pas fini. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je suis en train de encore et encore ranger ma scrap room. Oui, pour celles et ceux qui me suivent pour les cours en ligne, eh ben, j'ai dû faire une petite pause parce que il fallait que je range, il fallait que j'y voie clair, c'était trop le bazar, il y avait trop de choses qui m'encombraient, que ce soit physiquement ou que ce soit là. Et on va en parler tout de suite. Donc en rangeant ma scrap room, je me suis dit, ben tiens, regardez, j'ai pris mon carnet de notes parce que ouais, j'ai un peu préparé tout de même. Tiens, finalement, en rangeant ma scrap room, je me rends compte un petit peu du chemin parcouru, de tout ce qu'on a traversé comme époque dans le scrap depuis à peu près 30 ans. Et si ces histoires de mémé scrap vous intéressent, quoique je ne me sente pas une mémé, mais je veux dire que ça vous intéresse de partager avec moi, parce que j'attends évidemment dans les commentaires vos impressions, vos approbations, ou au contraire vos, comment vais-je dire, pas vos négations, parce que c'est un vilain mot, votre avis, allez, on va dire comme ça, sur tout mon blabla, eh bien, je serais ravie de vous lire. Alors, j'ai commencé le scrap, moi, quand j'avais 17 ans. Alors, c'était pas le scrap à proprement parler, c'était un album photo. J'avais pris des photos pendant un voyage en Europe avec mon premier mari. J'étais pas mariée, on était copains. Et et j'avais collé ça dans un album que j'avais fait moi-même avec des pages A4 et où j'avais mis tous nos petits souvenirs, des dépliants, des choses comme ça. J'avais un peu découpé les photos, j'avais écrit des petits commentaires. C'était mon premier album. Je ne l'ai plus, malheureusement. C'est triste, c'est dommage, mais voilà. Et j'aimais ça. Et puis, un jour, je suis allée à Creativa. Enfin, à ce moment-là, on n'avait pas grand-chose comme salon de loisirs créatifs. Et à Creativa, ben, j'ai découvert les perfos, les tampons. Et les tampons, je les ai surtout découverts dans un magasin de jouets près de chez moi, la Maison du Cormoran, s'il y en a qui connaissent, à Louvain-la-Neuve. Et j'étais bluffée, bluffée parce que on pouvait tamponner, mais surtout on pouvait embosser, quoi. Pour moi, c'était de la magie. C'était vraiment magique. Alors, j'ai pris près de moi des petites choses. Donc, j'ai encore ici des poudres Artemio qui doivent dater. Bon, pas celle-ci parce que le logo me paraît encore un peu jeuneau. Mais voilà, ça, pour moi, c'était la magie, quoi. Et au départ, j'avais pas de pistolet chauffant. Donc, je faisais ça au-dessus de mon grille-pain. Bon, parfois, je cramais un peu le bazar. À ce moment-là, c'était des tampons en bois. Et j'en ai un ici que j'ai gardé. Celui-là ne date pas d'il y a 30 ans, mais il n'est pas tout jeune non plus. Ça vient du Canada, du paradis des étampes. Canada, Québec, je crois, mais je ne suis pas sûre. Et oui, ça doit être le Québec. Et voilà, c'est un truc que j'utilisais quand j'étais directrice d'école, quand les enfants étaient gentils, qui faisaient un chouette truc. Je mettais mon petit tampon du petit ange. Bon, voilà. Et, euh, et c'était aussi l'époque où on était à l'affût du matériel qui pouvait servir à faire soit de la carterie, soit du scrap. De mon côté, c'était plus le scrap que la carterie à ce moment-là, quoique parfois je faisais des petits menus, des choses comme ça. Mais ça restait vraiment pas fréquent, on va dire. Reparlant de tampons en bois, comme ça je fais la parenthèse, quand je vous dis qu'on était à l'affût de tout, un jour je suis allée sur une brocante à Saint-Quay-Portrieux, en Bretagne, et j'ai trouvé ça. Et en fait, c'est un tampon caoutchouc. Alors, le caoutchouc, il a un peu vieilli, mais il fonctionne toujours. Oh. Et c'est un tampon pour faire de la broderie, théoriquement. Donc, on tamponne ça sur son tissu, puis on brode par-dessus. Mais les tampons en bois, à l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas encore les tampons clear, ni les tampons cling, donc rien que le caoutchouc et de la mousse. Ça n'existait pas encore à ce moment-là. Euh, et alors un jour, comment ça s'est passé? Attendez, je réfléchis un peu. Oui, c'est ça. J'étais à Creativa avec une copine qui m'a prise par la main, qui dit viens, viens un peu voir. Et c'était le stand de chez Ava. Euh,
Et franchement, je trouvais que c'était pas mal. Franchement, je trouvais que c'était chouette. C'était un truc dans lequel j'allais peut-être pouvoir m'engager. Je le sentais bien. J'avais envie de faire des albums photos. Ils vendaient des perfos, ils vendaient des pochoirs, souvenez-vous. C'est là aussi que moi j'ai découvert mon premier massicot. Bon, c'est pas ça, à l'école on avait bien une guillotine, hein, mais vraiment le massicot avec le réglage centimètres et tout. Je me souviens de mon premier massicot, c'était un tout petit Fiskars. Euh, qui servait à découper les photos. Et j'aimais bien parce que je découvrais plein de trucs. Je pouvais intégrer des choses que je connaissais déjà parce que au tout début du hasard, c'était pas aussi typé que ça l'est maintenant. On était les toutes premières, on était une quinzaine, une vingtaine, je crois. Oui, j'étais dans les pionnières, entre guillemets. Et c'était sympa. Et je me souviens d'une anecdote. J'essaye de placer des petites anecdotes comme ça pour un peu. Hein, bon, attendez, où est-ce que je les ai mis? Voilà. Euh, il y a une des filles qui était responsable de Asa, qui faisait partie de la Dream Team. Oh, excusez-moi, mais voilà. Euh, Elle était allée aux États-Unis, elle avait observé un peu le phénomène aux États-Unis, qui était bien sûr bien en avance par rapport à chez nous. Elle avait dit, vous allez voir, un jour, on va avoir des petites feuilles sur lesquelles il y aura des points de colle, on n'aura même plus besoin d'un tube de colle. Ce sont évidemment les glue dots qu'on utilise maintenant, qui sont des points de colle sur un papier ciré, on va dire. Et voilà, et je me souviens de cette anecdote et je m'étais dit, ah waouh. Bon, ok, c'est pas un truc vraiment indispensable, mais je me souviens que c'est la première fois que j'en avais entendu parler et j'avais été, waouh, épatée, quoi. Oui, oui, je sais. Vous pouvez rire. Je regarde bien mes notes pour ne rien oublier. Ah oui, et ce que j'aimais bien aussi chez Asa, c'était qu'on n'avait pas à ce moment-là, euh, enfin, je veux dire, on n'avait pas de quoi découper des titres, etc. Donc, ce que je faisais, moi, j'aimais bien l'idée des photos de mosaïque. C'est vraiment une chose que j'ai retenue. J'ai sorti un album ancien. Et pour bien écrire, moi, ce que je faisais, c'est que j'imprimais mon texte et puis avec un calque blanc, je repassais dessus et puis je repassais encore dessus avec un marqueur blanc pour être sûr d'avoir un beau texte bien écrit. Oui. Hein? J'étais appliquée, hein? Et ici, ici, c'est mon écriture quand même. J'aimais bien les photos mosaïques. C'était vraiment la mode à un moment donné, mais j'adorais. Et bref, j'ai passé un bon moment chez Asa. J'ai même été faire un salon avec eux. C'était le début, donc il y avait une effervescence. C'était vraiment chouette. Mais au bout d'un moment, euh, bah, j'ai arrêté pour des raisons diverses. D'abord, j'ai divorcé, les choses étaient compliquées. J'avais mes 4 enfants ben, full time pendant une période. Donc voilà, j'ai dû arrêter. Euh, mais on reparlera des dépenses plus tard, hein, parce que c'est un peu ça aussi le sujet qui fâche ici. Comment ça se passait à ce moment-là? Comment est-ce qu'on découvrait le matériel de scrap? Eh bien, soit on allait dans un salon, genre Creativa, oui, je dis genre, mais je pense qu'il n'y avait que ça à l'époque. Un peu la foire du livre, mais c'était plus pour des bouquins. Et soit on avait un magasin de loisirs créatifs près de chez soi. Donc moi j'avais créé non, comment c'était? Créatine, voilà. Je fais un petit coucou à Marie-Françoise si elle passe par là parce qu'elle y a travaillé de nombreuses années. Qui petit à petit avait développé son rayon scrapbooking. Euh, et voilà, et on allait là et on regardait ce qu'il y avait comme nouveauté, comme idée, etc. Il y avait des ateliers aussi. Voilà, auxquels je ne suis pas allée à ce moment-là. Non, je pense pas. Non, non, non. Euh, donc voilà, Internet, ça commençait, mais c'était pas encore ce que c'est devenu par après, évidemment. Euh, à ce moment-là, je me souviens d'un salon où j'étais allée avec une copine et et il y avait deux choses qui m'avaient frappée. La première chose, c'était les embellissements pour les pages de scrap. Parce qu'à ce moment-là, ça n'existait pas les embellissements. Je veux dire, on faisait nous-mêmes des petits trucs avec des perfos, avec oui, c'est... Voilà. Je veux dire, c'était quasi tout à l'époque. On découpait nous-mêmes des petits drapeaux, des petites formes, mais c'est tout. Et là, il y avait des embellissements tout faits en métal, il y avait des brads, il y avait des trucs comme ça. Et je me disais, waouh,
Mais qu'est-ce que c'est cher et dire qu'il y a des gens qui vont acheter ça. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Parlons des perfos, comme ça je clôture la parenthèse des perfos. Souvenez-vous, au début, c'était des perfos dans ce goût-là. Vous vous rappelez? Et, euh, et alors qui était, oh, j'ai un peu la goutte au nez, qui était très dur, hein. Et alors parfois on devait pousser comme des tarés, puis on ne savait plus l'enlever. Bref, j'en ai gardé deux ou trois. J'ai gardé celle-ci parce que j'ai jamais retrouvé la même. Et j'ai aussi la théière qui va avec. Mais dans ces formats-là, j'en ai pratiquement pas gardé parce que voilà. Celle que j'aime bien aussi, évidemment, c'est celle en forme de cœur. Ça, j'en ai quand même une tripotée. Et alors, j'ai beaucoup de perfos rondes, parce que ça, j'utilise énormément. D'ailleurs, pour certaines, elles sont déjà usées. Je les ai depuis 5-6 ans peut-être. Oui, mais j'ai beaucoup utilisé et utilisé en atelier aussi. Donc voilà, ça c'est les derniers cris, on va dire, en matière de perfos. Et c'est des perfos qui ont un clic derrière qui vous permet de les fermer et de les ranger à plat. Je les aime vraiment bien. Franchement, celles-là, je les aime bien. Et si je peux vous donner un petit conseil, avec le temps, j'ai envie de dire que les Ike Success et les Martha Stewart, pour moi, ce sont les meilleurs. Mais je pense que ce soit pour Stampin' ou pour Martha Stewart, voilà, c'est Ike Success qui leur font leur perfo. Hein. Et alors, les perfos bordures, ça c'est la première que j'avais achetée, je m'en souviens. J'avais d'abord une petite comme ça, une courte, c'était une crasse à utiliser. Et puis on a eu ceci avec les repères et tout, mais ça c'est la première que j'ai eue comme perfo de bordure. Et j'en ai toujours, j'en ai, parce que je les aime bien. Voilà. Euh, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que j'ai gardé au final? Qu'est-ce que je n'ai pas gardé? Les perfos, j'en ai vendu beaucoup, beaucoup parce que justement, celles qui étaient comme ça, ben, ça ne me plaisait plus. Puis j'en avais en double, en triple ou en quadruple parce que quand j'étais présentatrice, que ce soit pour Asa, non, c'est pour Asa, c'est tout. Mais je vais faire la parenthèse totale parce que voilà, j'ai eu la même chose avec Scrap Plaisir. Je me disais, à tort ou à raison, mais voilà, que plus on avait de matériel à présenter aux gens, plus ils auraient envie d'acheter. Donc j'essayais d'avoir un max de matériel de la firme. Et du coup, je me suis un petit peu ruinée et un petit peu encombrée avec tout ça. Voilà. Bon. Euh, oui, une autre chose, donc je vous parlais des embellissements. La deuxième chose que j'avais vue, c'était la première machine de découpe à dies, entre guillemets, de chez Sizzix. Je crois que ça s'appelait Quick Cuts, mais je ne suis pas certaine, corrigez-moi. Hein. N'hésitez pas hein, à commenter, à me corriger si je me trompe. Donc c'est la marque Ellison et Provocraft qui avait lancé les premiers dies. C'était des dies super épais, hein, comme Tmall en fait parfois. Et ce sont vraiment des dies comme on fait les dies industriels. Donc c'est une lame relativement haute qui est dans une mousse. On peut voir la hauteur. Hein, et qui du coup, comme elle est relativement haute, elle peut découper plusieurs épaisseurs ou bien des matières plus costaudes comme du cardstock, du carton bois, des choses comme ça. Mais ça coûtait cher. Et la machine en elle-même, c'était un truc avec un grand levier. Et vous le mettiez entre deux plaques. Et vous abaissiez le levier, puis vous faisiez un peu circuler, vous abaissiez le levier parce qu'il n'y avait pas de manivelle, pas un truc qui entraîne, quoi. Oh là là, quelle aventure. Je trouvais ça cher, je me dis, mais enfin, qui est-ce qui va acheter ce genre de choses? Ben oui, je l'ai acheté. J'étais un stit aussi, donc ça me servait dans ma classe. Mais bon, c'était l'excuse un peu bidon quand même, parce que voilà. Et du coup, j'ai gardé ça pour mon musée, hein, mon musée du scrap que j'ouvrirai un jour. Euh, mais c'est des souvenirs, voilà, c'était ma première machine. Et puis j'ai eu la petite Mademoiselle Toga, la toute petite là, avec les tout petits dies. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des dies plus fins. Mais c'était toujours un principe d'une plaque plastique avec de la mousse et une lame dedans. Pour les dies enfin comme on voit maintenant, il a fallu attendre plus longtemps. Est apparu un peu plus tard, mais pas tellement de temps après, le scrap digital. Je crois que ça... Comment ça s'appelait?
Oh là là, vous devez vous souvenir, je ne sais plus. J'avais acheté le logiciel, mais j'étais déçue parce que d'abord, on ne pouvait pas. C'était trop la mode des papiers 30-30. On était habitué aux papiers 30-30. Il nous fallait des papiers 30-30. Donc, si on voulait avoir une grande page pour mettre dans nos albums, on était obligé d'aller chez l'imprimeur, enfin, au centre de photocopie. Et puis, c'était pas pareil. On n'avait pas le même chipot, on ne collait pas, on n'avait pas les doigts tout dégoûtants, etc. C'était pas le même truc. Donc, moi, perso, le scrap digital, j'ai vite laissé tomber. Et puis est arrivé le net, quoi, YouTube, les sites de vente en ligne, etc., avec ces grandes figures emblématiques. Aux États-Unis, on avait Tim Holtz et Swap, puis en France, on avait Karine Cazenave, des gens comme ça. Et du coup, il y a eu des crops, il y a eu des formations, il y avait des célébrités. Il y avait des célébrités. Et qu'est-ce que ça avait de bon, ces célébrités? C'était des personnes à qui on s'identifiait, c'est toujours le cas d'ailleurs. On s'identifiait, on se disait, waouh, j'aimerais tellement pouvoir faire comme lui ou comme elle. Heidi Swapp, moi je la trouve super sympa, toujours de bonne humeur, voilà. Et du coup, ces gens-là, de par leur expérience, parce que bon, ils ont quand même une sacrée expérience, de par leur expérience, de par leur façon d'être, nous donnaient envie d'acheter des produits. Et ça, évidemment, les grandes entreprises l'ont bien compris. Et ils ont eu leur star porteuse de produits. Et c'est clair que je ne suis pas sûre que sans Tim Holtz, les Distress Inks auraient fait une sortie aussi fracassante. Il y va comme ça. Vous entendez des bruits derrière, c'est ma machine à laver, désolée. Heidi Swapp aussi, elle a travaillé pour Tether Angels, elle a travaillé pour plein de marques, maintenant elle travaille pour American Crafts, mais ce sont des figures emblématiques et ça a eu ça de bon, entre guillemets, c'est qu'on a pu voir que faire avec ce matériel. Parce que, à part des revues, et malheureusement les revues elles sont arrivées et puis maintenant il n'y en a quasi plus, on n'avait pas beaucoup d'infos, on n'avait pas beaucoup d'idées, à moins qu'on soit quelqu'un d'hyper créatif, on n'avait pas d'idées, on avait besoin de ça. Et c'est vrai que quand les tutos vidéo sont arrivés, et les vidéos publicitaires, hein, on va le dire comme c'est, forcément, la donne a vraiment changé, et les ventes ont explosé. Et c'était du coup peut-être plus facile aussi pour certaines boutiques de vendre leur matériel, puisque il y avait des démos sur Internet et les gens commençaient à connaître les produits. Mais ça a un bon côté qui est le côté, comme on dit toujours, de la pub, qui est le côté informatif, formatif. Mais évidemment, l'autre côté, qui est le côté un peu moins fun, c'est ce côté, on nous guide, on nous prend la main pour aller acheter les marchandises. Voilà, je suis obligée de couper de temps en temps pour voir si mon micro fonctionne parce que j'ai eu des petits soucis avec mon micro. Quand je vous disais publicité, etc., on en arrivait même à avoir des équipes créatives, c'est le tout début de ces choses-là, des équipes créatives engagées par les firmes, et moi j'en ai fait partie, donc je ne crache pas dans la soupe, j'explique l'histoire. L'histoire du scrap, où on engageait des personnes pour faire de la publicité des produits, mais surtout pour montrer toutes les possibilités qu'il y avait. Parce qu'évidemment, plus vous voyez de possibilités pour un produit, plus évidemment vous avez envie, voire besoin de l'acheter. Et je me souviens de ce livre que j'avais acheté à l'époque. Pourtant, c'est marrant, hein, le style steampunk, j'ai quasiment rien fait dans ce genre. Mais j'avais acheté le livre parce que il vous montrait un tas d'idées de ce qu'on pouvait faire avec tout ce qu'il mettait en vente, des petits trucs, des astuces. C'était pas mal, hein, franchement, c'était pas mal. C'est un peu vieilli, évidemment, au niveau style, et on reparlera de ça, mais il y a quand même des bases qui sont intéressantes, parce qu'il y a toutes les encres, pas encore les oxydes et tout ça, mais quand même, c'est pas mal. Je le feuilletais parce que je me disais, qu'est-ce que je vais en faire? Je le jette, je le donne, jeter non, hein, mais... Et puis finalement, je vais le garder pour mon musée. Hein. Alors, ça aussi, au niveau des encres, parlons-en. J'avais acheté des encres à alcool et puis j'avais pas trop aimé. C'était pas mon truc, donc je les ai revendus. Et l'autre jour, je suis allée dans un salon et je me suis laissée tenter. Voilà. Mais j'ai pas encore testé. Et maintenant, pour les distress, alors je me retourne parce qu'elles sont juste derrière moi.
j'ai préféré parce que niveau place et puis niveau sous aussi. Les distress, ça se dessèche évidemment. Et du coup, on doit avoir des réencreurs, ça coûte cher. Donc maintenant, j'ai opté pour les mini. Voilà. J'ai fait la même chose avec une partie parce que pas trop envie de m'encombrer à nouveau avec les encres de chez Hero Art. Voilà. Et de temps en temps, je m'achète une encre parce qu'elle est bien. Par exemple, si j'avais les moyens, j'aurais pas mal d'encre Stampin' Up. Mais il faut non seulement les moyens et le besoin. Donc, pour le moment, non. Quand même, les grandes classiques qui ont traversé toutes les époques, évidemment, c'est la Versafine noire, la Versamark pour l'embossage. Et récemment, j'ai découvert celle-ci, ouais, la Delicata, qui est une encre dorée. J'ai jamais vu quelque chose aussi qualitatif. Jamais. Jamais, jamais. Elle est vraiment top. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, ces grands personnages, ces vedettes, on va dire, ont permis à beaucoup de gens de faire beaucoup plus de choses. Et ça, c'est le grand côté positif de l'histoire. Et donc, on a des héros qu'on a envie de voir, on a envie de suivre leur formation, on a envie de les rencontrer. Euh, et, et, et quelque part, il y a quelque chose qui est bien, j'arrête pas de dire quelque part, il y a quelque chose qui est bien là-dedans, c'est que on a donné un côté humain à la chose. Ça, c'est bien. Euh, Aussi, un truc, souvenez-vous, Glossy Accents, c'était une révolution. Et maintenant, on n'en parle quasi plus. Moi, j'ai acheté la dernière fois que j'en ai acheté, j'ai acheté un tout petit tube parce que le mien était devenu tout sec et il avait jauni. Ben, regardez, je sais pas, oui, ça se voit. Il est en train de jaunir parce que, en effet, c'est pas un truc qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Ah oui, oui, oui. Alors aussi, un petit chapitre là sur les cols et tout ça. On a parlé des glue dots là tantôt, mais euh, mais je rêvais d'avoir ceci. Je l'ai maintenant, évidemment. D'avoir ceci. ATG Glue Gun. Je l'utilise toujours parce que je l'aime bien. Quand je dois faire des trucs en grande quantité, je l'aime vraiment bien. Et aussi, la chose qui me rebute un peu pour le moment, on est beaucoup plus sur l'écologie. Et ça aussi, c'est peut-être un truc un peu plus politique, on va dire, économique, je ne sais pas. Euh, on se soucie plus de l'environnement. Donc, ça m'embête un peu de l'utiliser puisqu'il y a toute cette partie plastique ciré, là, papier ciré, je sais pas comment dire, qu'on jette et qui est, à mon avis, pas très biodégradable. Donc moi, je vais utiliser les bandes que j'ai encore et puis on verra bien après. Je pourrais peut-être m'en passer, je ne sais pas. Mais oui, voilà, ça je le voulais absolument et je l'ai toujours et je l'utilise toujours et c'est vraiment pas un achat que je regrette. Et puis, depuis peu, j'ai découvert mon Graal, mais vous allez dire, elle radote, hein. Mais quand même, pour ceux et celles qui arrivent là maintenant, voilà. Et c'est clair que si maintenant je devais avoir en colle, ce que j'utilise le plus, c'est ça et la mousse double face. Maintenant, si vous voulez que je fasse des vidéos plus spécifiques sur finalement qu'est-ce que j'utilise et pourquoi j'ai gardé ça à travers les âges, je peux vous faire une vidéo. Voilà, il n'y a pas de souci. Dites-le, mettez des likes, tout ça, ça nous aide, hein, vous le savez. Euh, Après, la Big Shot. Ben oui, la Big Shot, hein, quand même. Et en même temps, euh, un salon Creativa où je vois une machine de découpe qui à ce moment-là n'était pas encore la Silhouette. Et dans mes revues anglaises, parce que ça j'ai pas dit, je ne sais plus, parfois je ne sais plus ce que j'ai dit puisque ça fait 3 fois que je tourne. À un moment donné, j'habitais Crenem et là où j'habitais, il y avait énormément de personnes anglophones, des Japonais, des Anglais, des Américains, enfin bon. Et du coup, la librairie avait des revues un peu de partout, et notamment des revues de carterie et de scrap anglaises. Et ça, c'était génial parce que les Anglais étaient bien en avance sur nous aussi. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert la Cricut. J'avais découvert déjà la Big Shot grâce à eux, et là j'ai découvert la Cricut. Et bon, en quelle année c'était? 2000. C'était même pas en 2000.
J'ai acheté la première Cricut. Mais je ne vais pas refaire l'histoire des machines de découpe parce que voilà. Euh, je l'ai déjà fait plein de fois. Et je vais vous saouler. Euh, Ensuite arrive un truc. Enfin, on était au sommet là. On était au sommet. On était dans les collections de papier qui arrivaient. Et dans une collection de papier, vous aviez non seulement les papiers, mais vous aviez les rubans, les brads, les boutons, les embellissements, des papiers 12-12, des papiers 6-6, des autocollants, des die cut, enfin bon bref, la totale. Et il y avait des collections qui sortaient, mais presque à chaque saison, quoi. Il y avait une collection pour Halloween, une collection pour Noël, une collection pour le printemps, une collection pour l'été. En plus de ça, il y avait des collections typées pour les chiens, pour les chats, pour les enfants, pour les bébés, pour... Et ça sortait, ça sortait, ça sortait, mais une fois que c'était sorti, il n'y avait plus moyen de les avoir. Ce qui fait qu'on était pris dans un espèce d'engrenage de dire ouh, c'est arrivé chez la fourmi créative, je me souviens à l'époque c'était ça, il faut que je l'achète maintenant parce que sinon il n'y aura plus, et voilà. Et donc on était pris dans cet engrenage et on voulait les collections. Et la petite anecdote pour le coup, c'est qu'un jour j'étais à une crop c'est un rassemblement de personnes autour d'une ou deux ou trois personnes plus connues qui viennent nous donner un atelier, on va dire. Et à cette crop, on parlait justement des collections de papier et il y avait des filles qui étaient fans de Graphique 45 et qui nous expliquaient que quand une collection arrivait, non seulement elles achetaient pas tout, elles achetaient les blocs 30-30, mais elles en achetaient deux. Elles en achetaient un pour l'utiliser et un pour leur collection. Voilà. Et donc on était dans des trucs où il fallait qu'on achète parce qu'on avait vu et que ça devait sûrement être bien et que moi je l'ai déjà et machin. Enfin, vous connaissez un peu le bazar, mais on était pris là-dedans. Et puis c'était un jeu, c'était stimulant, on avait envie d'essayer, on voyait plein de trucs. Quand Pinterest est arrivé, alors là, c'était fois 150. Beaucoup d'idées, beaucoup de matériel existant, envie de faire plein de choses, pas toujours le temps, mais bon, voilà. Et puis, il y a cette espèce de fuite en avant, c'est un peu le propre des hobbies. C'est que on a envie de connaître le dernier matériau, parce qu'on est sûr que ce sera mieux, plus efficace, plus performant, plus pratique, que sais-je. Et il y a aussi une autre chose, et c'est un peu un truc que je voulais pas éviter, moi, je ne vais pas éviter d'en parler, parce que c'est important. Ben, pour moi, j'ai eu une période comme ça où acheter, c'était une fausse thérapie. Enfin, j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai et que si je possédais, j'allais aller mieux parce que j'allais vraiment pas bien. Et évidemment, fausse idée. Et c'est ça qu'en rangeant ma scrap room, j'en ai parlé avec deux, trois personnes. Il m'arrivait de pleurer, de me dire mais pourquoi j'ai été acheter ça, mais pourquoi j'ai tant accumulé, pourquoi. Maintenant, je le sais évidemment. J'ai fait du chemin, j'ai suivi une thérapie. Et encore aujourd'hui, quand je tombe sur certaines choses, ben heureusement que j'ai des amis. Mais voilà, on va changer de sujet. Et ah oui, il y avait aussi les rubans, souvenez-vous, on avait des kilomètres de rubans, des caisses de boutons, des caisses de bras, folie. Et est arrivé quoi? Ben, est arrivée la crise. La crise. Et on a vu pas mal de boutiques fermées, soit des boutiques en ligne, des boutiques physiques, parce qu'il y a eu un désintérêt. Désintérêt un petit peu comment? Parce que quelque chose d'autre arrivait, je ne trouve pas le mot, mais vous comprendrez. Mais oui, parce qu'à partir du moment où il y a une crise économique et que les gens ont moins de moyens, c'est clair qu'ils ne vont pas dépenser dans ce loisir, crache-le, dans ce loisir-là qui est un loisir qui finalement est un loisir de luxe. Et qui n'est pas indispensable. Donc on a vu arriver le loisir créatif de la couture, du tricot, du crochet, de la broderie, qui sont des choses finalement plus indispensables à la vie quotidienne. Hein. Tricoter un pull soi-même, ça coûte moins cher qu'un pull, pas un pull de supermarché, mais si on veut un pull de qualité qu'on le fait soi-même, on sait que ça va durer, on a le plaisir de le faire, parce qu'on a toujours besoin de faire des choses avec ses mains. Et donc, le scrap, ben, il s'est un peu éteint. Il s'est éteint. On a d'ailleurs vu apparaître aussi le style clean and simple, comme on appelle ça, propre et clair,
avec beaucoup moins de choses sur une page. On faisait nos fonds nous-mêmes, sont arrivés les encres en spray, les pigments, toutes des choses qui allaient faire en sorte qu'on allait pouvoir faire nous-mêmes et qu'on n'allait plus être obligé d'acheter à tout prix. On a vu aussi apparaître, mais en même temps, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, ce sont encore des marchés commerciaux. Enfin, voilà, ça profite toujours à quelqu'un. On a vu apparaître aussi le Project Life, puisque on se mettait à tricoter, crocheter, machin, on n'avait plus autant de temps pour le scrap, mais on voulait quand même avoir des mémoires de photos, des mémoires de moments, etc. Et est arrivé le Project Live, où c'était pas besoin de s'y connaître, pas besoin d'avoir 36 matériaux, vous achetez le classeur, les pochettes, les cartes, et allez-y, c'est parti, 2-3 marqueurs, et c'est parti. Alors, je l'ai fait, et c'est clair que si aujourd'hui... attendez, hein, je vais prendre une page dans l'album, parce que si je dois le porter, ça va être compliqué. C'est clair que si aujourd'hui... j'ai du mal à l'ouvrir, voilà. C'est clair que si aujourd'hui, je devais encore documenter un événement comme des vacances ou quoi, je pense que j'opterais pour ce système-là. Voilà. Donc voilà le genre, hein. Donc ce sont des pochettes, vous y mettez vos photos, des papiers un petit peu, des petites décos faites maison, et en avant-sergent, c'est plié. Alors c'est clair qu'on n'a pas le côté artistique entre guillemets que peut avoir, je vais laisser ça comme ça, je rangerai après, que peut avoir une page de scrap où il y a plein de déco, etc. Mais c'est devenu quelque chose un peu à la portée de tout le monde et plus facile. Après voilà, on se connaît, on sait qu'on va encore compliquer ça, mais bon. Et donc on était là, on était bien, on avait trouvé une vitesse de croisière, hein. On dépensait moins, en tout cas moins pour le scrap. Et voilà que bam arrivent les deux grands A. AliExpress, action. Et oui, tout à coup, ce matériel qui finissait par coûter cher, parce que pourquoi ça coûte cher? Parfois parce que c'est vraiment un gage de qualité, hein. Rendons à César ce qui appartient à César. Mais aussi parce que toutes ces vedettes, ces Timol, ces Karine Cazenave, ces Heidi Swap et tous ces gens-là, il faut les payer. Il faut les payer. Et donc, bah voilà. Ce qui fait que des firmes qui n'ont pas besoin de ce genre de personnes, parce que c'est vous qui allez faire la pub, eh bien, elles peuvent vendre à des prix plus intéressants. Et elles jouent en plein le jeu dont je vous parlais tantôt. Il y a des collections, à un moment ça sort. Si on l'a pas, on a peur parce qu'on l'aura peut-être plus jamais de notre vie entière. Et du coup, bah, ça fonctionne, mais à fond de balle. Et on a vu naître alors quelque chose de nouveau, qui est qu'Action n'a même pas besoin de faire sa pub, c'est vous qui la faites pour eux. Quand je regarde, on peut en reparler si vous voulez une autre fois, quand je regarde le nombre de vues que génèrent mes vidéos, c'est clair que quand je fais un haul action, le nombre de vues, c'est en flèche, quoi. Et on a vu fleurir mais des dizaines et des dizaines de vidéos sur qu'est-ce que j'ai acheté chez Action. Alors, ce qui est un peu dommage à mes yeux, c'est que il y a beaucoup de gens qui font des vidéos et puis ils montrent ce qu'ils ont acheté et puis on ne sait pas ce que ça vaut. Et curieusement, on va quand même acheter. Et il y a aussi un truc qui est né, enfin, vous l'avez sûrement remarqué, c'est ce besoin viscéral qu'ont certaines personnes d'avoir toute la collection. Si Action sort, je sais pas moi, une dizaine de tampons clear, il faut qu'on ait les 10 tampons. Et les gens vont faire plusieurs magasins Action pour avoir les 10 tampons. Et on en est arrivé à un truc de dingue qui est qu'il y en a qui font des vidéos en disant regardez, j'ai trouvé, il y en avait presque plus, j'ai dû me battre, etc. Ok. Non seulement ce genre de vidéos-là, mais aussi des vidéos où qui va être la première youtubeuse qui va avoir été chez Action, qui va avoir tout trouvé, qui va pas avoir tout montré. C'est pour ça que, franchement, j'ai un peu arrêté. Maintenant, quand je parle des produits que j'ai achetés chez Action, ben, je mélange ça avec d'autres achats, avec d'autres choses. Mais non, c'est devenu dingue. Et, euh, et on a vu aussi des gens, et comme moi, qui au début achetaient presque pas tous les blocs qui sortaient, parce que quand j'aime pas, et je vais pas acheter si j'aime pas. Mais toujours avec cette idée, si je l'achète pas aujourd'hui, je l'aurai peut-être plus jamais. Et du coup, on achète un bloc, et s'il nous plaît, on achète peut-être 2 blocs. On ne sait jamais que ce soit parce qu'on a peur d'en manquer ou parce qu'on a envie de faire plaisir à une copine, hein. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain.
et on a droit à des bagarres rangées, à des gens qui sont là à l'ouverture, etc. C'est dingue, c'est dingue. Et puis alors avec AliExpress, ça aussi, ça a été quelque chose qui a permis à des gens d'acheter beaucoup de matériel pour pas cher, avec évidemment les problèmes des droits d'auteur, des choses comme ça qui sont pas toujours belles à voir, puis les problèmes des délais, le problème des colis perdus, mais ça marche et ça marche de mieux en mieux. Euh, mais on est retombé. Pour moi, à un moment, on s'était calmé, on était bien, on était plus posé. Et bam, c'est reparti. Vraiment, à tel point qu'il y a des vidéos ou des photos sur Facebook avec des filles qui mettent une photo d'un truc qu'elles ont acheté et elles ne savent pas à quoi ça sert. Moi, ça, c'est un truc, je comprends pas. Que tu achètes un truc en te disant ah oui c'est un marqueur et que tu dises aux autres tiens et vous comment vous les utilisez, comment vous les stockez, est-ce qu'on les met debout ou couché, tout ça je comprends, mais ça sort de ma tête qu'on achète un truc et qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Ça a été le cas quand la copie de la machine Ming pour le foil est sortie. Il y avait des gens qui disaient je l'ai acheté, à quoi ça sert? Je voyais que tout le monde la prenait donc je l'ai prise, à quoi ça sert? Ok, je critique pas, hein. Je critique pas. Je dis que c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Mais je ne critique pas. Chacun vit sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Mon Dieu de bon sang. Voilà. Je regarde ce que j'ai autour de moi. Hum, Oui. Je l'ai déjà dit et je le redis. Si maintenant vous voulez que je fasse des vidéos sur les produits que j'aime en tant que perfo, en tant que matériel de collage, en tant que papier et des choses comme ça, dites-le moi, hein, dites-le moi, dites-le moi. Pas de souci, je peux faire ça. Euh, Parlons des papiers justement. Depuis que j'ai ma silhouette évidemment, et depuis que j'ai approfondi le sujet et que je sais moi-même parfois, pas toujours, mais parfois, dessiner des papiers, trouver des papiers digitaux net, ben forcément, il y a Siri qui se Un met en petit route. instant. Il À croit, qui dois-je l'envoyer? mais je sais pas, il croit qu'il doit faire quelque chose. Il est mignon. Euh, Ben, j'ai moins besoin d'acheter des collections de papier entières. J'ai la collection dans mon ordinateur sur mon disque dur externe et si j'ai besoin, ben, je peux imprimer. Après, il faut avoir une imprimante laser, on est bien d'accord, sinon ça coûte la peau des fesses. Mais ça me suffit, pour le moment ça me suffit. Et mon ami qui a racheté mon stock de papier, ma voiture était pleine, siège baissé, rempli. Elle m'a dit, écoute, le jour où tu veux acheter des papiers, fais-moi signe d'abord. Et ça aussi, c'est un truc. Finalement, on a acheté tellement de choses que quand on montre notre pièce aux gens, on est un peu gêné. Les gens disent, mais t'as besoin de tout ça pour faire tes albums ou pour faire tes cours ou que sais-je. Et oui, on est un peu gêné. Et parfois, on passe plus de temps à créer des rangements efficaces qu'à vraiment utiliser notre truc. Je sais, je suis passée par là, donc j'ai pas de gêne à le dire. Franchement, non, 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 on partage là, hein. Voilà. On est encore tenté quand il y a des soldes ou quand il y a des bons prix chez Nose. Enfin, chez nous, Nose n'existe pas, mais à acheter parce que c'est à bon prix et voilà, et on va peut-être passer à côté d'une occasion en or. Oui, mais ça, c'est la nature humaine. Je pense que c'est comme ça un peu dans tout, hein. Euh, alors, je regarde ce que j'ai oublié. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Ah oui, 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 oui. Euh, Je pense, je pense que une des conclusions sera que ben, c'est pas parce qu'on a beaucoup de matériel qu'on va travailler mieux que du contraire parfois. Parfois, quand on est coincé avec peu de matériel, on devient hyper créatif. Il suffit de voir ce que. Quand je feuilletais tout à l'heure mes albums ASA, je me rends compte que finalement, je faisais des choses plus créatives que ce que je ne fais maintenant. Ça va peut-être revenir, hein, allez savoir. Mais voilà. Mais j'ai déjà dit ça, j'ai déjà parlé de ça dans des vidéos, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je voudrais juste conclure en disant que avant de faire cette vidéo, la tourner 3 fois, j'étais un peu allée voir sur le net ce qui avait déjà été écrit ou dit sur le sujet.
Et je suis tombée sur un article de Jennifer Priest, qui a un blog qui s'appelle Smartphone DIY. Et elle avait écrit un article vraiment bien. Je l'ai lu et je me suis dit, bah oui. Elle retraçait aussi un petit peu l'histoire, comme je viens de faire avec vous. Et, euh, et je regarde la date de l'article. Et c'était un article qui datait de 2014. 2014, il y a 6 ans de ça. Et je me dis, donc, à ce moment-là, elle parlait pas encore des magasins, parce qu'aux États-Unis, ils ont quand même le Dollar Tree, qui est, je crois, un peu comme Action, hein, c'est un peu la même idée. Mais AliExpress, chez eux, a aussi fait fureur maintenant, juste maintenant. Enfin, ces dernières années, je vais pas dire hier, mais... et c'est fou de se rendre compte qu'écrit en 2014, c'était déjà très très vrai. Et donc c'est chouette, c'est chouette. Alors moi je vous invite évidemment à être créative. Le matériel que vous n'utilisez pas, mais donnez-le, vendez-le, ne vous encombrez pas parce que plus on a, et moins peut-être on fait. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez des commentaires. Franchement, je serais heureuse d'avoir vos retours et celles et ceux qui commencent dans le domaine, mais posez vos questions. N'hésitez pas. C'est vrai que moi, si j'avais eu quelqu'un au départ pour me conseiller sur quels étaient les bons produits, les moins bons produits, je pense que ça m'aurait bien aidé. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette fois-ci la vidéo est complète. À bientôt. Merci pour vos commentaires, pour vos petits mots, pour vos clins d'œil, tout et tout. Je vous embrasse.